Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomotrice inspirante avec du panache, n'a jamais cessé de se réinventer depuis l'âge de 15 ans où elle a débuté dans ce métier. De jeune comédienne qu'elle était, elle est devenue tour à tour animatrice, chroniqueuse, journaliste, recherchiste, idéatrice, conceptrice, romancière, auteure à succès et conférencière. Bref, elle est une femme orchestre qui joue admirablement bien de tous ses talents pour embellir la trame de sa vie. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Je sens qu'on va s'amuser pendant les 60 prochaines minutes. Marcia. S'amuser, Éric, et les gens qui vont nous écouter vont s'amuser aussi, vont peut-être pleurer même. Peut-être. Mais c'est-à-dire que l'émotion, il ne faut pas tirer dessus. Si elle arrive, elle arrive. Exactement. Puis une fois qu'elle est là, il faut lui laisser la place. Éric, avant de prendre la parole en mon nom, je peux-tu comme te parler, toi? Tu veux me parler à moi? Oui, te tu veux dire... revirer la table de bord? Je veux juste te dire à quel point, puis je veux que les gens le sachent. Tu es un homme extraordinaire, un intervieweur extraordinaire. Tu sais, je dis pas ça pour te lancer des fleurs, mais c'est important que les gens le sachent. Tu sais, on dit souvent, il y en a plus d'animateurs qui écoutent, d'intervieweurs. Bien, il y en a un. Puis c'est Éric Rémy. Et le bonheur de passer une heure avec toi, à me faire interviewer par toi, ça arrive très peu souvent, ça, dans une vie. Puis je veux te le dire. Bien, merci. Parce que je trouve que tu es un talent sous-estimé. Sous-estimé dans le sens... Tu es reconnu, oui. Mais tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, puis moi, ça me fait de la peine. Bien, moi, je sais quoi, je suis en paix avec cette idée-là. Ouais. Tu sais, parce que la reconnaissance extérieure, c'est une chose, mais la reconnaissance intérieure, c'est encore plus important. Longtemps, mon estime de moi passait par l'appréciation du public. Et maintenant, ça passe par ma propre appréciation. OK. Peu importe la tribune qui est devant l'écran 1000 personnes ou qu'il y en ait 100 000, pour moi, ça ne change rien. L'important, pour moi, c'est d'abord la satisfaction du travail accompli, le bonheur de préparer ces entrevues-là, puis tu le sais, c'est un bonheur de faire ça. Tu sais, tu prépares la matière, puis tu sais pas trop où est-ce qu'on va s'en aller, mais tu sais qu'on va se rendre à quelque part. Et au bout du compte aussi, c'est, comment je te dirais, mettre à profit tous les enseignements qui m'ont été donnés au cours de ma carrière. Parce que j'ai eu des grands profs, moi. Juste de travailler avec des Jean-Pierre Coallier, des Serge Belair, mon Dieu, et combien d'autres? Michel Jasmin. Tu comprends? J'étais à leur école. Fait qu'aujourd'hui, de faire ça, tu sais, pour moi, c'est pas facile, mais ça reste que c'est, comment je te dirais, c'est dans la lignée des choses qu'on m'a apprises. Bon, une fois qu'on a changé de moi, tu sais que c'est la première fois... Je te le dire, je te le Merci, ma chérie. Tu sais que c'est la première fois qu'on me fait ça, puis je vais te faire souffrir tout de suite en partant. Ça va t'apprendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te faire lire un passage de ton livre. Il n'est pas très long, je l'ai souligné. Tu vois, il y a une petite note là, puis une petite note là. Je veux que tu me lises ça. C'est un de mes préférés. T'es-tu sérieux? Oui. Ah, Pour que les gens le sachent, le livre, c'est une série de chroniques. Oui. Des petits textes sur la vie, sur ma vie, et qui me viennent vraiment de mes expériences que je vis. C'est du quotidien. Et ce texte-là, c'est vraiment un de mes préférés. C'est tellement drôle que tu tombes Tu vois, hein? là-dessus. Ça s'appelle « Être moi ». Je lis quoi? Je lis le... Regarde, là où ça part, puis ça s'en va jusque-là. OK, c'est bon. Je regarde sa caméra? Oui, vas-y. Être moi. C'est le fun être moi parce que je m'aime de plus en plus. C'est le fun être moi parce que plus je vieillis, plus je me trouve belle. C'est le fun être moi parce que je sais que ça n'a pas toujours été facile. C'est le fun être moi parce que je n'essaie plus de me changer. Ce que je voyais comme de gros défauts ou ce qu'on me disait de changer, je les considère maintenant comme des grandes qualités. C'est le fun être moi parce que plus je vieillis, plus je trouve ma place dans la vie. J'aime la façon dont je prends soin de moi. J'aime ma façon de dédramatiser les situations. J'aime ma façon de m'accepter quand une crise d'anxiété se pointe à l'horizon. Je me dis que je suis normale et qu'en ce moment, d'autres femmes sont probablement dans ma situation, dans cette situation. J'aime ma façon de m'aimer souvent, longtemps et presque tout le temps.
J'aime ma façon de ne plus trop m'en mettre sur les épaules, de me consulter avant de prendre des décisions ou avant de laisser les autres en prendre pour moi. J'aime mon désir de parler toujours des vraies affaires, de regarder les autres dans les yeux et de les trouver si uniques. J'aime quand je fais mon épicerie et que je regarde partout, sauf sur les tablettes, pour voir si j'apercevrais pas quelqu'un que je connais avec qui je pourrais échanger, à qui je pourrais apporter quelque chose ou inversement. Et là, ça continue pendant une autre page et demie. Puis à la fin, sais-tu qu'est-ce que je demande à mes lectrices? Je dis à mes lectrices, asseyez-vous avec un papier et un crayon. Puis, essayez de remplir au moins 2 pages en commençant. C'est le fun d'être moi parce que j'aime être moi. Tu sais, moi, Denise, j'aime être moi parce que moi, Robert, j'aime être moi. Puis, c'est bien le fun de faire ça. C'est très dur aussi parce qu'on a souvent le premier réflexe, c'est les défauts qui montent, c'est pas les qualités. C'est les choses qu'on veut changer, qu'on trouve pas correctes, les choses qu'on s'est fait dire toute notre enfance. Hey, toi, t'es trop ci, t'es pas assez ça. Hey, tu devrais donc changer ça. Puis maintenant, on arrive à 40 ans. Hein? Je pense qu'il y a un tournant qui fait que on fait garde. Moi, c'est ça. Marcia rit fort. Marcia prend de la place. Puis c'est correct, tu sais. Moi, tu vois, c'est à 50 ans que c'est arrivé. C'est vrai? Oui, un peu plus tard, je te dirais. Le livre, l'extrait que vous avez entendu, tiens, il y a même un de tes cheveux dans le livre. C'est ton plus récent livre. La vie comme je l'aime. C'est la 5e saison. Oui. Parce que, tu le dis, c'est différentes chroniques de ta vie, c'est des moments de ta vie. Oui. Il y a eu chronique d'été, chronique d'hiver, chronique d'automne, chronique de printemps. Et là, ça fait 1 an et demi que j'avais pas écrit. Puis les femmes me disaient, là, Marcia, il n'y a plus de saison, il faut que tu inventes une autre saison. Et moi, je pensais que j'avais tout dit. Tu sais, 280 chroniques inédites. Tu dis, bon, regarde, j'ai fait le tour. On a fait le tour, Mais les femmes m'ont vraiment supplié. Puis je me suis dit, OK, on fait une 5e saison. Puis l'année prochaine, on fait une 6e saison. Jusqu'à mes 75 ans, on va être rendu à la 28e saison. Faut que je fasse un peu ton parcours. Oui, fais mon parcours. T'es né le 27 mars 1967 à Boucherville. On dit-tu une Bouchervilloise? Oui, Bouchervilloise. Tu as 46 ans, mère de 2 enfants, Adèle qui a 26 et Madeleine qui a 17. Oui. 9 ans de différence entre tes 2 filles. Un peu comme toi et ta jeune sœur. Oui. C'est drôle, ça. La jeune sœur. On est 4 filles chez nous. Je suis la 3e. Puis entre la 3e et la 4e, il y a 8 ans de différence. Tu es une belle-mère aussi de 4 enfants qui sont âgés entre 8 et 17 ans. Ton nouveau conjoint a 4 enfants. Oui. Ça fait 6, ça, là? Oui, 6, 5 qui vivent à la maison, Comme à temps chez nous. partiel. Comme chez On nous. est OK, en garde OK. partagée avec OK. les autres parents. Il y a 6 parents qui ont pondu ces 6 enfants-là. Moi, j'ai 2 enfants de 2 pères OK. différents, puis mon chum a 4 enfants de 2 mères. Ça fait que Et tout ça se passe bien? Oui, relativement bien. Oui. Parce qu'il faut négocier aussi, les différences entre une Oui, maisonnée ça fait 7 ans et que ça une autre. dure, puis c'est vraiment quelque chose, probablement, qui m'inspire beaucoup. C'est la vie, hein? C'est la vie Oui. avec tous ces... Oui, c'est ça. Toutes ces épreuves aussi, Toutes ces tous couleurs. ces joies, ces plaisirs, ces moments plus difficiles. Il y a une chronique dans mon livre qui s'appelle « Sans les enfants ». Et je dis que la vie serait tellement plate sans enfants. Puis pas nécessairement mes enfants, moi, mais les voisins, les enfants. C'est vrai. Enlève les D'ailleurs, enfants, là. Oui. Un quartier qui meurt, c'est un quartier où il n'y a pas d'enfants. Exactement. Et je l'ai constaté à l'Halloween par chez nous. Sur ma rue, il y a un vieillissement. Et il n'y a plus de maison qui décorait autour. Fait que nous autres, ma femme et moi, on était plantés comme des piquettes avec des bonbons. avec nos chocolats. J'avais mis des flambeaux, puis j'avais mis des couleurs dans la maison. Puis on était tout seul. Il faut dire qu'il faisait pas très beau ce soir-là. Mais les enfants n'ont pas eu le réflexe d'aller jusqu'au bout de la rue. Parce que comme il n'y avait pas de lumière dans les premières maisons, on C'est s'est ça, retrouvés. un quartier... Ça prend de l'animation. meurt. C'est ça, exactement. Tu as eu une passion pour le théâtre dès ton adolescence, on peut dire? Pas tant pour le théâtre. C'est l'improvisation? Oui, l'improvisation, l'art oratoire. Parce que l'impro, ça existait-tu à ton époque? Ça existait, ça commençait. C'est ça. La LNI en était à ses premiers balbutiements. Puis dans les villes, dans les maisons des jeunes, pas à l'école encore, mais il y avait des équipes d'impro qui se formaient. Donc, c'est là que tu as commencé Oui, à... oui. Moi, le théâtre, je peux pas dire que j'aime ça. Je peux pas dire que ça a été ma passion. Toi, c'est l'échange oratoire. Oui, l'échange oratoire, la créativité, l'impro, là, c'était, là, pour moi, tellement vivant. Ça me permettait d'être qui je suis, dans ma créativité, puis de l'exprimer. T'étais-tu une enfant, comment je te dirais,
expressive. Très expressive. Chercher un autre mot, je ne l'ai pas trouvé. Oui, très expressive, très extrovertie. Voilà, ça, je cherchais. Très extrovertie, une enfant avec une belle sensibilité, une belle créativité. Ça, c'est parce que tu avais des sœurs plus vieilles que toi, donc il fallait déjà que tu aies un calibre pour t'insérer avec elles. Probablement. Probablement. Puis c'est aussi mes parents qui ont encouragé ça, cette liberté, cette énergie créatrice-là. Ils faisaient quoi, tes parents? Mon père était ingénieur, et ma mère, elle disait, c'était une femme à la maison, mais elle disait, tu sais, au recensement, là, quand il fallait donner un emploi, toutes les femmes de cette époque-là disaient mère femme au foyer. Ouais, mère au foyer. Ma mère, elle se battait quasiment avec le recenseur. Elle voulait que ça soit inscrit éducatrice. Pour elle, c'était très important. Elle éduquait ses enfants à la maison. Donc, cette fibre-là, tu la tiens de ta mère, ce côté un peu féministe? Oui, pas un peu. Côté très féministe. Très féministe. Ma mère, là, écoute... Ah ouais? Ah oui, peux-tu te raconter une anecdote? Vas-y. Lucie Saint-Cyr, ma mère, à peu près une fois par mois, j'allais chez le directeur, en première année ou deuxième année. Tu faisais rentrer dans le bureau? Non, écoute bien, j'y allais de mon propre gré, mais je savais même pas pourquoi j'y allais. Ma mère, elle plaçait des signets dans nos manuels scolaires quand il y avait du sexisme. Puis là, moi, écoute, j'ai 7 ans, 8 ans, 6 ans. Puis là, il faut que j'aille voir le directeur. Je savais même pas ce que ça voulait dire, sexisme. Puis là, j'étais là. Il s'appelait Claude, je me souviens. Claude, là, ma mère, elle m'a dit qu'il fallait que vous lisiez à la page 63, il y a du sexisme. Puis, tu sais, donc moi, très tôt, ayant eu une mère féministe, très tôt, on m'a ouvert les yeux sur les rapports hommes-femmes, puis l'importance de l'égalité dans le monde. T'es-tu un peu hippie, tes parents? Ou, Non, pas du tout. Ah non, prototype très... banlieue? Stéréotypé, banlieue, femme de professionnels, tu sais, monsieur, madame parfait, un peu... Mais t'es un peu avant-gardiste quand même. C'est vrai qu'il y avait la Très avant-gardiste, mais pas hippie. OK. C'est surprenant. Tu sais qu'on a joué dans le même film. Toi, on t'a reconnu, mais pas moi. Là. Moi, j'étais figurant dans ce film-là. 1982, à 15 ans, tu es choisi par Micheline Langto pour jouer le rôle de Louisette dans Sonatine, avec Pascal Bussière, qui jouait le rôle de Chantal. Moi, j'ai joué un client... Dans l'autobus? Non, dans le métro Berry. On a fait une scène dans le métro Berry. Oui! Je pense que j'allais acheter des affaires à un petit comptoir. Oui. Mais on se connaissait pas encore à l'époque. Mon père m'avait trouvé une job, m'a dit va-t'en au métro Berry, puis finalement j'ai joué dans Sonatine. Oui. Sonatine qui n'a pas été un grand succès au box-office au départ même. Non. Il s'est planté ce film-là. Bien, il s'est planté au box-office, mais il a rayonné à travers le monde. Il a gagné le Lion d'argent à Venise en 1983, ce qui est vraiment un prix très prestigieux. 84, moi, selon moi. 84, oui. Et puis, je voulais tester, voir si ça... Tu vois que j'ai fait ma recherche. Hein? Il s'est promené aussi dans des festivals comme le Festival de films de Laval en France. Oui. Il est au Portugal. Oui. Et puis, il a reçu aussi un prix Génie pour la meilleure réalisation pour Micheline Langto. Exactement. Et Éric, succès au box-office pendant 2 ans au Japon. T'es-tu sérieux? Au Japon. Fait que t'es devenue une vedette au Japon? Une vedette au Japon. Aïe, aïe! Bien, je sais pas si j'étais une vedette, mais c'était connu un gros succès. C'est un film sur le mal de vivre des adolescents. Oui. Donc, 2 jeunes filles qui allaient commettre l'irréparable. Oui, dans le métro. Puis c'est un film qui a ensuite été... Puis, autant il a été boudé, autant ensuite les gens ont fait « Hey, c'est un des plus beaux films des années 80. » Oui, c'est que c'est... Bon, c'est un film d'auteur, donc c'est pas le film succès commercial, c'est pas Les Boys, là, puis c'est pas... un film avec une signature particulière, un film qui relatait un mal de vivre qui est encore aujourd'hui très présent. C'est vrai. C'est un film sur l'incommunicabilité. 2 petites filles qui s'en vont dans le métro avec une pancarte. Grosse pancarte sur laquelle il est écrit « Ô monde indifférent, nous allons mourir. Quelqu'un peut-il nous en empêcher? » Les petites filles ont des pilules dans les mains, là. Puis là, ils ont la pancarte, puis sont certaines que quelqu'un va les en empêcher. Personne ne lit la pancarte. Fait que les filles prennent les pilules en se disant, jusqu'à la dernière minute, il y a quelqu'un qui va toujours bien allumer. Ben oui. Et les filles meurent dans le métro. C'est un thème qui me préoccupe énormément, moi, la solitude puis le manque de communication entre puis là, les êtres humains. avec les réseaux sociaux, je veux dire, et les ordinateurs, je veux dire, tout le monde est dans sa petite bulle maintenant, ce qui est encore pire qu'à l'époque. On te l'a sûrement dit. Tu as beaucoup de Micheline Langto en toi, même la façon de parler. Et beaucoup de personnes qui pensent que je suis sa fille. Ben oui, mais tu pourrais être sa fille, Marcia. Oui. Micheline Langto, dans le film La vraie nature de Bernadette, dans lequel elle tenait le premier rôle à l'âge de 25 ans, prend
ce film-là, prends-moi à 25 ans, c'est copie conforme. C'est drôle, ça. On se ressemble physiquement. C'est elle qui t'avait choisi à l'école Oui. pour l'audition? Donc, tu se reconnais en toi, c'est sûr? Probablement. Puis c'est bien curieux parce qu'on n'a aucun lien de parenté. Je ne l'avais jamais même vu avant. Tu as fait tes études de secondaire, cégep, université. Oui. Et à 19 ans, naissance d'un premier enfant. C'est jeune, avoir un premier enfant. C'est très jeune. Et si c'était à refaire, le monde n'aime pas ça quand je dis ça, mais je le dis, je ne le referais pas aussi jeune. Parce que le plaisir d'avoir un enfant est tout aussi grand et tout aussi important qu'on ait 30 ans ou 35 ans ou 28 ans. Alors qu'à 19 ans, moi, ce que j'ai trouvé très difficile, c'est qu'à 19 ans, tu n'es pas vraiment une adulte, mais tu n'es pas une ado. Quand tu as un enfant à 15 ans, là, tu es prise en charge par les structures scolaires, la communauté, les parents souvent. Les services sociaux. Oui, mais à 19 ans, c'est comme arrange-toi, mais tu n'es même pas une adulte. Ouais. Fait que moi, j'ai trouvé ça très difficile, quoique j'ai eu beaucoup de soutien et d'aide de mes parents. Mais ce que j'ai trouvé difficile, c'est l'isolement. Moi, là, j'allais à l'école, puis je revenais, il fallait que je revienne pour allaiter mon bébé. T'es vraiment seule au monde. Donc, t'as pas vécu vraiment ta jeune vie d'adulte à ce moment-là? Jamais. Cependant, tu as eu des grands succès, il faut quand même que je le mentionne. Tu as toujours une tête de cochon. J'ai toujours admiré ça de toi. Idéatrice à Blablabla, conceptrice, recherchiste, scénariste, auteure, conférencière, journaliste et collaboratrice au Journal de Montréal. 7 jours, la semaine, magazine Femme Plus. Écoute, on t'a vu à la télé, bien sûr, dans Chambre en ville. Tu étais Josiane, c'est ça? Josiane, la blonde de Julien. Tout le monde se souvient de toi, c'est drôle, ça. Hein? Oui, encore puis j'ai joué 3 ans. Mais t'as marqué. Animatrice ou co-animatrice de différentes émissions, entre autres Claire Lamarche. D'ailleurs, je te voyais prendre la place à Claire. Ça t'aurait pas tenté? Ben... Nouvelle génération, là? Et je dis quand prendre la place. Oui, c'est sûr que c'est juste pas arrivé. C'est ce genre d'émission-là que j'ai toujours rêvé d'animer. Faut faire ça un jour. Il n'est pas trop tard. Oui, c'est ça, exactement. Pas trop tard. 2 filles le matin, on t'a vu là aussi à TVA. Souper de filles, mon Dieu, ça a été marquant à Vox. Oui, à Vox. Les 400 coups, service compris à Télé-Québec. Parcours d'artiste à Évasion, et c'est ça la vie, plus récemment à Radio-Canada. Ouais. Puis, on va continuer à parler de toi dans les prochains instants avec mon invité. Merci à Pilar. Avec ou sans pulpe, 5 sujets qui font vibrer nos invités. Quelquefois, c'est l'actualité, d'autres fois, c'est des sujets plus proches de la personne. Dans ton cas, c'est des sujets... Parce que je pense que tu ne suis pas tellement l'actualité, c'est tout ça que tu me dis? Je suis l'actualité, mais de façon très sommaire, pour pas avoir l'air d'une maudite folle dans un party quand quelqu'un parle, quand tout le monde connaît le sujet. Oui, mais sinon, c'est pas quelque chose qui me branche. J'ai pas besoin. Aussi de l'actualité. J'ai pas besoin d'être connectée. Je regarde pas les nouvelles le soir parce que ça peut m'empêcher de dormir. Ouais. Moi, j'aime être connectée. Ma fille, elle me dit que je joue à l'autruche. Je lui réponds que absolument pas. Non. Je vois à mon équilibre. Et mon équilibre, pour moi, c'est super important. Fait que si tu t'imprègnes de ça. Oui, m'imprègne trop de ça, Ouais. je vais être déséquilibrée. Famille, et tu dis dans tous les modèles de famille, parce que c'est vrai que la famille a été réinventée, là. Oui, moi, une cause qui me tient vraiment à cœur, c'est de faire passer le message suivant auprès des gens, que une famille, c'est pas juste un père, une mère, un chien, un cabanon sous le même toit, famille nucléaire. Enfants, Je trouve qu'on est très sévère à l'endroit des gens qui sortent de ce modèle-là, alors qu'il y en a plus de 50 des types de familles. Est sévère, oui? Très, très, très sévère. Ah, oui? Par exemple, quelqu'un qui est en famille recomposée, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi sa famille. Ah, ouais. Moi, je le vis comme ça, en tout cas. Surtout quand on a 2 enfants de 2 pères différents. OK? La deuxième union, la deuxième famille, le deuxième enfant que j'ai eu, moi, quand je me suis séparée après 11 ans, quand même 11 ans, on s'entend-tu que c'est pas 11 mois? Non, c'est ça. J'ai tellement été jugée. Puis c'est pas très... c'est très subtil, le jugement. C'est comme... Ben là, pourquoi faire des enfants? C'est pas capable de faire une famille. C'est parce qu'à 11 ans, il y a le temps de se passer bien les affaires Oui, mais surtout quand c'est le deuxième, entre guillemets, échec. Moi, j'ai jamais vu ça comme des échecs. Moi, mes familles, là... Quand mettons, j'ai une amie qui se sépare, qui veut se séparer, ça ne va plus depuis des années avec son chum, puis mon ami me dit... Marcia, je peux pas, je vais briser ma famille. Je lui dis, hey, attends qu'elle s'appelle Ginette. Je dis, Ginette, tu brises pas ta famille, tu brises ton couple. Oui, mais tu ne brises pas ta famille. Ta famille, ça va toujours être. C'est vrai. C'est vrai. Cet homme-là, cette femme-là, ces enfants-là.
Donc, la famille peut prendre plusieurs formes et peut être légitime, quoi que on en pense et quoi qu'on pense qu'il y a un seul modèle valable. Bien, c'est-à-dire que la famille nucléaire de base, là, OK? Ensuite, il y a quoi maintenant comme famille? Tu as la famille recomposée, oui. Tu as la famille décomposée, tu as la famille recomposée, tu as la famille homoparentale. C'est vrai. OK? Il y a les familles bigénérationnelles, on voit beaucoup ça, les grands-parents qui vivent dans la maison. Ça, j'aime ça. On aime ça au bout, mais souvent, les gens vont dire « Ouais, c'est intéressant, mais ça veut dire que les parents sont pas vraiment là. » Donc, il y a toujours un jugement très sévère à l'endroit des familles qui ne sont pas conventionnelles. Alors que moi, je connais bien des familles traditionnelles, là, père, mère, enfant. Puis, écoute, ça marche pas. Non, c'est ça. Et d'ailleurs, les familles recomposées, les odds que ça fonctionne, excusez-moi, les statistiques, sont contre nous autres, là, les familles recomposées. Il y a plus de chances d'échouer une famille recomposée qu'une famille de base. Alors, quand on réussit ça, c'est encore plus valeureux. Exactement. Et on devrait, je pense, souligner ça. On va parler de la spiritualité et l'importance d'en avoir. T'en as-tu toujours eu, Marcia? Ah oui. T'es une fille... oui. Même très jeune, t'avais ça? Très jeune, là, je me souviens que je priais dans ma chambre, puis moi, la Sainte Vierge, puis on n'était pas en tout catholique. Toi, ça t'est venu comme ça? Ah, moi, là, la Sainte Vierge, là, c'était pour moi que... C'était tellement important, cette dimension-là, qu'il y a quelque chose de plus qui flotte au-dessus de nous et qui nous vient en aide dans les moments de peine. Moi, j'étais souvent en punition dans ma chambre quand j'étais petite parce que j'étais tannante. OK? Je me faisais souvent chicaner. J'ai pas de misère à le croire là-dessus. Puis, tu sais, je comprends mes parents, là, étant moi-même mère. À un moment donné, là, ma mère était tannée, là, puis elle me mettait dans ma chambre. Puis, je me souviens que ce qui m'apaisait énormément, après avoir pleuré, puis après avoir lancé mes jouets sur le mur, c'était de penser à la Sainte Vierge. C'est drôle. C'était comme un moment d'intériorité qui venait m'apaiser, puis qui venait me mettre en lien, en harmonie avec ma mère, que je trouvais-tu assez méchante de m'avoir mis. Mais là, c'est comme j'étais... En moi, là, il y avait comme une énergie... Une douceur. Une douceur, mais qui était de l'ordre de la spiritualité. Fait que c'était mes premiers amours avec la spiritualité. As-tu fait beaucoup de recherches là-dedans? As-tu été loin? Moi, à partir de 15 ans, j'ai fait beaucoup de cours de croissance personnelle. J'ai adoré ça, Éric. Puis on me jugeait. Tu sais, à 15 ans, là, le monde... très populaire autour des gens. Les gens fumaient des joints dans des parties. Là. Moi, je fumais pas, je buvais pas. Je faisais des cours de croissance personnelle. J'ai aimé ça, j'ai appris l'être humain, j'ai appris sur moi-même. Puis les adultes, dans mes cours, disaient souvent... Je comprenais pas. J'étais avec Joël Legendre dans ce temps-là, on en faisait ensemble. Puis on avait 15-16 ans. Puis je me souviens, Joël et moi, on se faisait dire, en tout cas, vous êtes tellement chanceux, les jeunes, de vivre ça à votre âge. Puis nous, on comprenait pas. Maintenant, je le comprends. Des outils tellement précieux que je suis allée me chercher. Ça t'a aidé. Oui. Ensuite, on parle des changements. Enfin, le changement, la peur du changement. Ah oui. Tout ce qui change dérange. Moi, j'ai tellement de misère avec ça, pas avec le changement, avec les ceux gens qui ont peur du changement et qui vont s'empêcher d'aller vers qui ils sont, qui vont s'empêcher de prendre des décisions, de faire des moves parce qu'ils ont tellement peur. Et moi, parce que tu sais, j'ai fait du porte-à-porte, excuse-moi, je vais le glisser comme ça. Souvent, moi, j'étais le changement, tu vois. La personne qui était mon opposant était là depuis 15 ans et j'offrais du changement. Et je te dis, il y a des gens qui paniquaient devant cette idée-là. Puis je les comprends. Oui. Tu sais, quand tu es habitué, tu connais la personne, tu sais, Puis là, tout à coup, il y a un gars qui arrive dans ta porte qui fait « Hey, on commence tout ça, on part à neuf. » Mais en même temps, c'est porteur de belles réalisations. Quand je me suis séparée il y a 8-9 ans, mais il y a des gens qui me disaient « Ah, pauvre Madeleine. » Madeleine avait 9 ans à l'époque. 8 ans. Ah, elle va être obligée de changer d'école. Alors que pour moi, c'était une fête. Puis pour elle aussi, on change d'école, puis c'est ça la vie, puis on continue, puis regarde. Puis je me disais, quand les gens me donnaient cette réplique-là, je me disais, je plaignais leurs enfants à ces parents-là. Ouais. J'étais là, hey, mais leurs enfants, c'est quoi qu'on leur lance comme message? Que dès que tu changes, là, c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Non, au contraire, même. D'ailleurs, écoute, juste changer un meuble de place, une décoration, mais tu sais ce que ça fait. Oui. Bon, c'est ça. L'écoute, la compassion et l'empathie. Oui. Tu as toujours été une fille empathique. Tu as toujours une grande écoute. Tu as toujours été ici, là. Tu sais, quand on jase, là, je t'ai jamais senti pogner sur le cellulaire, faire d'autres choses. Non, probablement, ça fait très peu de temps que j'ai un cellulaire. Okay. Puis il y a 3 personnes qui ont mon numéro. Okay. Je ne veux pas... Tu vois, je l'ai même pas. Non, je veux pas être jointe
partout. Okay. Je ne veux pas lancer le message à mes amis, « Hey, vous pouvez me rejoindre tout le temps. » Non. Et je dis souvent à mes filles l'importance, je leur parle de l'importance de, j'appelle ça, regarder l'autre bord. Oui. Vous êtes à l'épicerie, là. Au lieu de regarder dans votre sacoche puis de parler au cellulaire, regardez l'autre bord. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas capable d'atteindre une canne de conserve, sa 8e tablette. Regardez l'autre bord. À qui vous pouvez être utile, à qui vous pouvez rendre service. Moi, ça met beaucoup de joie dans ma vie, ça. Cette compassion-là envers les êtres humains au quotidien. Je te comprends tellement. Ouais. Dernier de tes 5 sujets, le féminisme. D'où on vient? Ouais. Le féminisme, moi, je l'ai vécu, puis toi aussi, bien sûr. Là, au début des années 70, il y a eu comme une espèce de grande vague. J'ai l'impression qu'il y a une... D'abord, à la fois, la femme est beaucoup plus forte qu'elle était, et en même temps, elle est beaucoup plus affaiblie avec les modèles qu'on lui propose en ce moment. Que c'est bien dit. C'est la faute à qui? Que c'est bien dit. C'est pas la faute. Moi, j'aime pas qu'on s'inscrive en victime, puis c'est la faute, puis on est donc victime. Non, mais je veux voir la source du problème. Bien, la source du problème, c'est la perpétuation de conditionnement par rapport aux petites filles, puis par rapport aux petits gars. Il y a un double standard, la façon dont on éduque nos enfants. Fait que la source du problème, ça part beaucoup de la maison. La façon dont on parle d'un petit gars, la façon dont on parle d'une petite fille, la façon dont on lève notre verre à la santé du roi de la boulette. Le gars, là, il a flippé les boulettes sur le barbecue pendant un garden party. Tout le monde lève son verre à Roger. Alors que la femme a fait la salade, a fait le ménage, elle a nourri le chat, elle a acheté le cadeau, elle a fait les salades, elle a probablement brossé les grilles du barbecue, elle a fait les boulettes. Mais à qui on lève notre verre? Mais moi, je pense que c'est plus que ça, Marcia. Je vais t'amener ailleurs. C'est-à-dire que... Puis j'en ai déjà glissé un mot ici, c'est que les modèles, à la fois au niveau, comment je te dire, au niveau de la beauté, au niveau de la musique, au niveau même de la mode en général, c'est pas représentatif de la femme d'aujourd'hui. Il me semble qu'on recule. Ah, on recule, mais tu sais, tout ça vient d'un syndrome qui a été nommé par une féministe française que j'aime énormément. Elle appelait ça le syndrome du déjà là. Le syndrome du déjà là. On pousse plus. On fait l'égalité, c'est déjà fait. Hey, les filles puis les hommes, tu sais, les filles gagnent autant d'argent que les hommes. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. La double tâche, elle est encore sur les épaules des femmes. L'inéquité salariale. Donc, ça part d'où, pour répondre à ta question, ça part aussi beaucoup d'une méconnaissance. On ne prend pas conscience. Par exemple, si on transpose, mettons, l'écologie, quand on prend conscience que notre planète s'en va à la déroute, on va avoir envie de changer les choses. Point de vue féminisme, non seulement on ne peut pas prendre conscience, mais on n'est pas informé. On ne le sait pas, ça. Moi, si je dis pas à ma fille de 26 ans, qui est aujourd'hui avocate, si je lui dis pas « Hey, ma belle, il y a 50 ans, là, t'aurais même pas pu aller à l'école comme ça. Puis non seulement t'aurais pas pu, mais on t'en aurait empêché si t'avais voulu. » Mais j'aime ça, moi, leur dire ça aux jeunes filles, de savoir d'où elles viennent, pour qu'on sache, pour qu'on puisse savoir où on veut s'en aller. Du jus, s'il vous plaît. C'est de même, ça s'appelle, ce bloc-là, ma belle Marcia. Et ce jus-là, c'est l'essence de la personne. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des moments dans notre vie qui nous ont changé? Puis ça, on en vit tous. Et aussi, quelles sont les phrases, les citations qui nous définissent? Dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce que tu es. T'sais. Et je pars donc d'un événement. Je t'ai demandé de me soumettre trois grands événements dans ta vie. 1987, on parle de la naissance de ta fille Adèle, à 19 ans. On en a parlé un peu. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose là-dessus? J'imagine que oui. On peut rajouter que j'ai commencé ma vie d'adulte avec un bébé. Fait qu'on a commencé notre vie... Là, t'as-tu un conjoint à ce moment-là ou t'as pas de conjoint? Oui, j'ai un conjoint. Okay. On s'est séparés, Adèle avait 4 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Je lui dis souvent à Adèle, elle m'a formée. Adèle, elle m'a appris la vie. Tu as un enfant qui grandit, tu as à t'en occuper. Tu n'as pas de mode d'emploi. Pas de mode d'emploi. Tu sais un peu, là, parce que maman va t'aider un peu en cours de route. Elle m'a appris la vie. Oui. Elle m'a appris la vie, cette belle fille-là, dans des conditions, je te dirais, difficiles. Tu sais, tu as 19 ans, tu es plein rempli d'envergure. Je me sentais comme si j'avais eu un sabot de Denver sur un pied. Ça arrête, là. T'es freiné. Est-ce que tu étudiais au cégep ou à ce moment-là? J'étudiais à l'université. J'ai été acceptée 1 mois après la naissance de ma fille. Je suis entrée en communication
à l'UQAM en journalisme. Puis c'était très contingenté. C'était très difficile d'entrer là. Puis j'ai fait mon bac à temps partiel. Je l'ai fait en 8 ans. Fait que tu partais, tu allais faire tes cours, oui. Tu revenais, tu allais ta bébé. Oui, exactement. Fait que moi, tout le social entourant. Tu sais, j'étudiais avec Denis Villeneuve, Marie-Louise Arsenault, François Massicotte, tu sais, du monde tripant, là, avec qui j'aurais donc aimé aller prendre une bière. Parce que toi, il fallait que tu retournes à la maison. Il fallait que je retourne à la maison. Il y avait la petite Adèle qui était Exactement. Là. Fait que, tu sais, gars, je me plains pas, là. Oui. Mais ça a été un apprentissage de la vie qui a été extrêmement formateur pour moi. Puis il m'est venu de cette condition-là, de cette situation-là. As-tu été découragée à certains moments? Parce que quand on se retrouve seul avec un bébé dans un appartement, j'imagine que tu n'étais pas très riche à cette époque-là. Non, et des fois, là, je faisais croire à ma mère que j'avais eu un deal pour des billets de spectacle. Okay. Tu sais, moitié prix, mais c'était pour acheter des couches. J'étais là, hey, tu me prêterais-tu 20$? J'ai eu des billets. T'aurais pas pu lui dire les couches directes? Bien, j'avais honte. C'est fou, hein? C'est ça que je trouve plate. C'est quoi, parce que tes sœurs avaient réussi, puis pas toi? Ou tu le voyais-tu comme ça? Non, j'avais honte comme d'être prise, de ne pas pouvoir aller à mon rythme. Puis en plus, c'est niaiseux de porter une honte alors qu'il n'y avait rien d'honteux là-dedans. Quelle fierté! J'aurais dû être fière. Je suis sûre que si j'étais allée voir... Parce que mes parents, ils m'aidaient aussi financièrement. Ils m'aidaient un peu financièrement. Ils m'avaient mis sur le payroll de leur compagnie, puis je donnais des heures en retour. Je faisais du secrétariat, puis des affaires de même. Mais, fait que pour moi, tu sais, de dire je suis pas capable de payer des couches, c'est parce que j'avais mal budgété, mais c'était pas ça. C'est parce que, tu sais... Fait que c'était très... une période plutôt difficile, mais qui m'a appris beaucoup de la vie et qui m'a appris beaucoup de la spiritualité. Parce que là, il faut que tu crois dans quelque chose. C'est quand tu vas pas bien, là, c'est ça. Et que tu as un petit bébé qui est là, puis que tu dis, gars, moi, je peux pas me laisser aller, je peux pas... tu es obligé d'aller en toi, chercher des forces. Puis je sais que moi, il n'y a rien de plate qui peut m'arriver. Parce que j'ai réussi ça, cette période-là difficile. C'est vrai. Puis Adèle, elle te ressemble. Adèle, oui. C'est quasiment ta copie conforme. Adèle, elle est rendue à 26 ans, elle est avocate. Ma fille étudie aussi en droit. C'est vrai, en droit? Oui. C'est bien le fun de voir le spectacle de jeunes adultes qui s'épanouissent. Qui vont peut-être même réussir mieux que nous autres. Bien oui, bien j'espère. Bien, c'est sûr. Oui, j'espère. Puis tu sais, Adèle, elle me dit souvent, puis ça, je trouve ça bien touchant, elle me dit souvent, « Hey, maman, à mon âge, là, t'avais un enfant, mettons, de 2 ans. Hey, maman, à mon âge, t'avais un enfant de 4 ans. » Elle réalise à quel point ça a dû être difficile, puis à quel point j'ai eu à faire, entre guillemets, des sacrifices pour lui donner la vie qu'elle a là. T'es pas grand-mère encore, là. Non! Dans peut-être 2 ans. Ouais. Elle m'a dit ça. Ta plus jeune, Madeleine, a 17 ans. Oui. C'est-tu un beau 17 ans? Oui. Parce qu'il y en a que c'est plus dur, là. Ah oui. Madeleine, là, belle adolescente, une grande fille de 6 pieds. 6 pieds? Elle veut faire de l'humour dans la vie. Elle veut être fantaisiste. Fantaisiste, c'est autant humour que théâtre, que c'est une fille qui est drôle, qui dois te retrouver dans elle. Oui. Ça te ressemble beaucoup. Madeleine, on se ressemble beaucoup de notre énergie. Oui. C'est une fille bien zen, qui elle est extraordinaire, cette fille-là. Puis un jour, elle va quitter la maison, puis on en a parlé, là, quand on se retrouve tout seul à la maison, plus de bruit, plus rien. Enfin, toi, il y en aura toujours d'autres parce que ton conjoint en a, là, mais est-ce que tu... comment je te dis? Tu parles de ce moment-là, quand tu n'auras plus d'enfants, de petits oiseaux à la maison, là? Pas bien, parce qu'il va toujours en avoir. Il va y avoir les petits-enfants, il va y avoir les voisins. Chez nous, il y a toujours du monde, puis c'est important pour moi d'avoir cette belle énergie-là qui circule. Puis les enfants, c'est ce qui est le plus important pour moi. Puis pas juste mes enfants, là, les enfants des voisins, mes nièces, mes neveux. C'est une maman, toi. Oui, je suis une maman, puis je suis une bonne... je te dirais, une bonne éducatrice. J'aime ça, éduquer des enfants, moi. Puis t'aimes ça rencontrer tes lectrices aussi. C'est ta drogue? Ça, là, Éric, là... À partir de quand? C'est quoi? C'est-tu 2002 que tu as commencé à écrire tes j'ai commencé à écrire peut-être en 2002-2003, mais a paru le premier tome de La vie comme je l'aime, Chronique d'hiver, en 2009. 2009. Ça, c'était un moment tournant dans ta vie? Un moment tournant, pas tant d'écrire, mais mon rapport à mes lectrices. Pourtant, écoute, tu as été dans le métier toute ta vie. Oui, mais c'est pas la même chose. Quand tu animes, là, tu vas recevoir des courriels à la station de télé. Ou des appels à la radio. Oui, mais... Moi, mes lectrices, je me livre beaucoup à elles dans mes chroniques. Il n'y a aucune censure. Puis j'ai vraiment l'impression d'avoir, avec chacune de mes 70 000 lectrices... 70 000? J'ai vendu 70 000 livres, Éric. C'est quelque chose, hein? Wow.
Donc, j'ai vraiment l'impression, et c'est ce qu'elles me disent aussi, d'avoir établi un rapport d'amitié avec chacune d'entre elles. C'est comme un tête-à-tête. C'est plus intimiste, l'écriture, parce que c'est un exercice seul. Puis on entend... C'est drôle, parce que je lisais les passages de ton livre. J'ai pas pu le lire au complet, tu m'en excuseras, je l'ai eu trop tard. Mais j'entendais ta voix me parler pendant que je lisais. Donc c'est ça, ce rapport-là. C'est ça le but, c'est ça le but. Puis chacune des chroniques, il y en a eu 280 d'écrites, 70 dans chacun des tomes, plus celui qui vient de sortir. Chacune des chroniques, c'est comme si je lunchais avec une amie. Tantôt, on va pleurer, tantôt, on va rire, tantôt, elle va sortir un carnet puis elle va noter quelque chose, un conseil que je lui donne. Mais moi, ce qui m'a assommé positivement, Éric, c'est le retour. Moi, je me suis livrée à travers mes chroniques, mais les femmes m'écrivent. Mais quand elles m'écrivent, c'est pas juste « Ah, merci Marcia, bravo pour ton livre ». Elles te racontent. Elles me partagent à leur tour des moments de leur vie que, écoute, une fois sur deux, je pleure. Je pleure de... Je trouve ça tellement beau, avoir cette connexion-là, avoir le privilège d'avoir des connexions avec ces belles femmes-là. Puis je fais imprimer les courriels, puis je les mets dans un cahier boudiné, puis je lis ça régulièrement. C'est merveilleux, merveilleux. Cette connexion-là de solidarité entre... C'est de la gratitude. Oui, oui. Autre gratitude, en 2010, il y a 3 ans, d'ailleurs, il y a des photos dans le livre. Oui. Tu as fêté tes 43 ans alors que tu étais malade. Oui, j'étais malade. J'ai eu... Le syndrome de la queue de cheval? Oui. Syndrome de la queue de cheval, c'est un drôle de nom pour une grave maladie. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Explique-moi ça. Dans le bas de notre dos, on a des nerfs qui sont placés comme une queue de cheval. C'est les nerfs rachidiens. C'est-tu comme dans le coccyx? Oui, comme à la base du coccyx. Okay. C'est les nerfs rachidiens. Ces nerfs-là innervent tout le bas de notre corps. Quand tu dis nerfs, tu veux dire quoi? C'est les nerfs qui sont rattachés à tous les nerfs de notre corps. Fait que si ces nerfs-là, principaux, la queue de cheval, sont compressés, comprimés, soit par une tumeur ou par une hernie. Moi, dans mon cas, c'était une simple hernie discale qui est allée... Quoi, t'es tombé? Non. Non, même pas? Une hernie, là, on peut avoir ça pendant 30 ans puis pas le savoir. C'est quand l'hernie vient toucher les nerfs que là, ça fait mal. Ça bloque. Mais là, moi, ce qui est arrivé, c'est que l'hernie discale est venue compresser ces nerfs-là. Et le syndrome de la queue de cheval, si tu n'es pas opéré dans les 75 heures, tu restes avec des dommages permanents. Tu aurais pu perdre l'usage de tes jambes? J'ai perdu la sensibilité dans toute la moitié inférieure de mon corps. Je sens plus rien, sauf du genou à la cheville puis les orteils. Attends, là, c'est-tu revenu ou c'est pas revenu? Non, ça reviendra jamais. Fait que là où tu te touches, tu sens rien? Je sens rien. Sauf en bas de la jambe? Juste là, ça, je le sens. Puis les orteils. Puis c'est ce qui fait que je peux marcher. Mais d'habitude, le syndrome de la queue de cheval, les gens tombent avec une insensibilité complète, donc deviennent incontinents. Et moi, vu que j'étais jeune, j'avais 42 ans, puis j'ai fait 1 an de physiothérapie, Éric. Moi, là, mettons, le feu pogne ici, là. Si tu me prends pas dans tes bras, là, je meurs brûlée, là. Comment je peux plus je marche difficilement. Je peux plus courir. C'est drôle, je t'ai vu marcher, j'ai pas remarqué. Bien, c'est parce que j'ai développé aussi bien des techniques qui fait... Mettons, si tu me vois marcher longtemps, tu peux penser que je suis saoule. J'ai plus d'équilibre. Donc, tout ça pour dire, je dis pas ça pour me plaindre. Je veux dire que ça m'a permis, cette maladie-là, de comprendre les autres êtres humains qui avaient des épreuves physiques à vivre. Quand on vit une épreuve physique, là, la vie s'écroule. Tu sais, tu dis, voyons, moi, je savais même pas si j'allais remarcher. Je savais pas si j'allais retrouver ma sensibilité. Puis ce qui me sauvait, Éric, là, j'étais dans mon lit, là, j'ai passé plus de 3 mois au lit, 24 heures sur 24. Ce qui me sauvait, c'est, je me disais, je peux continuer à exercer mon métier. Je peux continuer à parler. Ben oui, c'est ça. J'ai toute ma Au moins, tête. t'as tout ça, oui, là. je me disais, tes bras, à la ta limite, bouche. là, si je suis en chaise roulante, là, ben garde, ça sera ça. Puis j'ai compris une chose. On n'a absolument pas le choix dans la vie des épreuves. Des épreuves, là, on peut pas dire, hey, non, moi... celle-là, je la veux pas, celle-là, moi, je la veux pas. je vais attendre un peu. Mais on a le choix de comment on accueille l'épreuve. Ouais, comment on réagit. Comment
on se revire de bord, puis on l'accueille, puis on la pleure, notre épreuve, puis à un moment donné, on vit avec. Et comme tu avais déjà, comment je te dirais, un bon développement spirituel, personnel, psychologique, ça a rajouté quoi de plus? Non seulement ça a rajouté, mais c'est ce qui a fait que je peux vivre une vie normale, mentalement. Puis... Donc, la vie comme je l'aime. Ah, la vie comme je l'aime, C'est ça, même là. en étant... Regarde, moi, on va dire les vraies affaires, je suis handicapée, là. Je peux avoir une vignette dans mon auto. Ah, oui, tu peux l'avoir. Ben oui, tu sais, c'est comme... Je pourrais être considérée comme étant invalide, même, en quelque part, là. Mais tu veux pas ça. Non, je veux pas ça parce que la vie continue, puis ça fait partie de la vie, ces épreuves-là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais, Félicitations. Oui. Ne demande pas ton chemin. Tu risquerais de ne plus pouvoir te perdre. Que c'est vrai. Oui. C'est en se perdant souvent qu'on se retrouve. Moi, là, juste pour te dire, au sens propre et au sens figuré, j'ai pas de GPS dans mon auto et je n'en veux pas. Je veux être capable d'avoir le luxe de me perdre. Avoir le luxe de se perdre, ça veut dire qu'on a du temps. Oui. On peut... Puis quand on se perd, souvent, puis j'en parle dans une de mes chroniques, quand on se perd, souvent, il arrive des hasards sur la route. On rencontre quelqu'un, on lit un petit bout de journal local. Tu sais, c'est bien important pour moi de pouvoir continuer à me perdre. On peut tout avoir dans la vie, mais pas nécessairement en même temps. C'est une vieille phrase, ça. Hein? Oui. C'est maman qui disait ça, papa? Non, j'ai entendu ça à la télévision, je ne me souviens plus où. C'est un reportage, je pense, du match de la vie, Claude Charon. Regarde, mais moi, là, j'étais dans une période où j'étais très frustrée. Puis j'étais mère quasiment à la maison, puis il fallait que je travaille, que je gagne ma vie. Puis, avec le talent que je savais que j'avais, je trouvais ça plate d'être freinée. Je voyais mes amis, Patricia Paquin, toute ta Pascal gang passer, Bussière, je les voyais monter dans leur carrière. Puis moi, gars, je faisais des purées pour un bébé. Puis à un moment donné, j'ai entendu cette phrase-là. On peut tout avoir dans la vie, mais pas en même temps. Puis là, j'ai fait, hey, relax. Maintenant, attends un peu, je vais te ramener quelque chose. Si tu vois la vie que tu as versus la vie de ceux et celles que tu envies à cette époque-là, t'es pas loin. T'es même peut-être en avant de ces gens-là. Oui, puis tu sais quoi, une autre chose qui me guide beaucoup, moi, c'est de pas me comparer. Non. Tu sais? Parce que dans le mot comparaison, il y a con. C'est ça? Oui. Hein? C'est vrai, on est con de se comparer. Oui, c'est niaiseux de se comparer parce que quand on se compare, on arrive toujours en deçà. Tout le temps. C'est rare qu'on se compare puis qu'on se trouve meilleur. Oui. Tu sais? À moins d'être... avoir un gros ego. Ouais. Les dernières phrases. Ce que Pierre pense ou dit de Paul en dit davantage sur Pierre que sur Paul. Et j'adore cette phrase. C'est tellement vrai, ça, hein? Puis c'est important pour moi, cette phrase-là. Ce que Pierre... On va le mettre au féminin, OK? Oui. Mettons Ginette puis Denise. Ce que Ginette pense ou dit de Denise en dit plus sur Ginette que sur Denise. C'est vrai. Ça veut dire... Quand vous n'avez rien d'intelligent à dire, Fermez-vous. ou quand vous transportez des ragots, colportez des ragots sur quelqu'un, fermez-vous. Que notre parole soit impeccable. C'est C'est d'accord. important. T'as le texte, ça? Oui. C'est ça. Oui. C'était un grand, grand enseignement. Oui. Ah, on est dans le dernier droit de cette entrevue avec Marcia Pilote, puis tu sais, on a été à la même école, toi puis moi. On essaie toujours d'amener quelque chose un peu différemment. Cette portion, c'est un questionnaire en rafale de 10 questions. J'ai essayé de trouver un thème avec toi, puis je l'ai trouvé dès le départ de ta carrière par rapport à ce film Sonatine dans lequel tu as joué avec Micheline Langto avec Pascal Bussière. J'étais voir sur Wikipédia quels étaient les films qui avaient été marquants dans les années 80, parce que on dit que Sonatine a été un des plus grands films des années 80, donc je suis parti de là. Puis des titres de films, puis une question qui suit. OK? Donc, ça va être un Je peu... réponds par un mot? Oui, oui. OK. Ben, peut-être un peu plus, parce qu'on a quand même un peu de temps devant nous, OK? 1980, le film a pour nom Les bons débarras de Francis Mankiewicz. Ma Avec question... Charlotte Laurier. Oui, c'est vrai. De quoi t'es-tu débarrassé? La honte. La honte. T'as eu ça longtemps? Oui, puis même encore, ça me revient des fois. C'est honte d'être qui on est, honte de prendre trop de place, honte des fois de ne pas avoir d'argent. J'ai une chronique qui s'appelle « Fière d'avoir pris du poids ». Moi, après ma maladie, j'ai pris des médicaments, puis j'ai pris 15 livres. OK. Puis j'avais honte de ça. Mais t'as jamais été sur un film Honte de chat ça. non plus, je veux dire. Non, mais quand même, quand tu prends 15 livres, puis que tu sais que tu es à mobilité réduite, C'est vrai. j'avais honte de ça. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, qu'est-ce que c'est ça? Il faut que je sois fière. Je suis fière d'avoir pris du poids parce que j'ai cessé le médicament qui me fait... Tu sais, ça fait que c'est toute une façon de voir les choses pour arriver à vivre sans honte. Et c'est très difficile. 1981, Les Ploufs de Gilles Carle.
Si l'on racontait l'histoire de ta famille dans un film, est-ce que ça serait un drame psychologique, un film de science-fiction, un thriller, un film d'horreur ou une comédie? Ça serait rien de ça. Ça serait quoi? Ça serait un film jamais vu. C'est-à-dire? Unique. De ma famille, là, je parle de mes parents. Oui, oui. Ça serait le Ta famille, tes enfants. plus beau film que vous n'avez jamais vu. Pourquoi tu l'écris pas? C'est bon, ça. Ça serait un film, là, on pleurerait, on rirait, il y aurait des leçons de vie, on verrait des personnages absolument fascinants, attachants. Oui, j'aimerais ça l'écrire. C'est bon, ça. Il s'appellerait comment? Je sais pas encore. Il y a un pilote dans l'avion. Il y a des pilotes dans l'avion. OK, 1983. Si tu viens de Bonheur d'occasion de Claude Fournier, est-ce qu'on peut s'habituer au bonheur, Marcia? Oui. Oui. Il faut s'habituer au bonheur. Parce qu'on s'habitue facilement au malheur. C'est pour ça que je pose la question à l'envers. Oui. S'habituer au bonheur, c'est difficile parce que souvent, c'est une question de croyance qu'on le mérite ou non. Oui. Puis il va partir. Oui. Comme dans le monologue Le bonheur d'Yvon Deschamps. Oui. Quand le bonheur rentre à la maison, là, tu oui. comprends? Puis comme dans la merveilleuse chanson de Michel Rivard, oui, c'est vrai. Tiens, voilà le bonheur. Maudit bonheur. Oui, oui. Où c'est que t'étais. Fait que s'habituer, jamais le tenir pour acquis, mais il faut l'inviter. Faut l'inviter. Tu fais quoi pour justement qu'il rentre dans la maison, le sacré bonheur? Moi, tous les jours, avant de commencer ma journée, j'ai 1h30 de méditation, de prière, d'écriture automatique qui s'appelle Les pages du matin. J'ai ma vie intérieure, ma vie spirituelle, j'appelle ça mon conditionnement physique de l'âme. Donc, tu as deux journaux. Tu as celui pour tes livres, puis tu as celui qui est plus personnel encore, qui est ton journal intime à ce moment-là. Oui, c'est comme... ça s'appelle Les pages du matin et ça vient d'un livre qui s'appelle Libérer votre créativité. Tous les matins que le bon Dieu amène, tu remplis l'équivalent à la main de 3 pages de cartable. Mais c'est pas de la poésie ni rien, là. C'est comme sortir ses vidanges avant de commencer la journée. C'est pas de l'écriture automatique, là. C'est juste... C'est de l'écriture automatique, manuscrite. Puis ça permet... Moi, là, ça me fait gagner 3 heures par jour. Ça me permet d'être dans mon courant d'énergie. Ça me permet d'être qui je suis parce que tu écris tout ce qui te dérange, puis tu sais pas nécessairement que ça t'a dérangé. Tu es à jour. Tu te couches le soir, puis tu es à jour. Puis ta méditation, tu fais ça combien de temps? Je fais ça 20 minutes au moins. C'est long, méditer 20 minutes, là. C'est long, mais en même temps, regarde, c'est comme faire du sport. Moi, je ne peux plus m'en passer. Au fur et à mesure, on s'habitue. On est toujours en 1983 avec le film Sonatine de Micheline Langto. Quel mot de la langue française et de la musique à tes oreilles? Parce que sonatine, c'est une petite sonate. C'est pour ça que je fais Oui. Quel mot de la langue française et de la... Ah, il y en a tellement. Il y en a tellement. Le plus doux à ton oreille. Passion. Passion. Je trouve que ça veut tout dire. Tu trouves pas que les gens s'en servent souvent de ce mot-là? Moi, j'ai une passion, je suis passionné, je sais plus ça. Mais il est important. Oui, je sais. Mais ils s'en servent. Mais si les gens s'en servent, ça doit être parce que ça vient chercher quelque chose en eux. Sans passion... Mais je crois pas à la passion amoureuse. Mais sans passion, la passion, c'est le feu. Mais il faut c'est parce que je pense que les gens confondent passion et attirance, ou dans le genre, là. Je parle pas sexuellement. Ou dépendance. Ou dépendance, ou... Tu sais, ça m'intéresse, tu sais. Tu sais, j'ai une passion pour telle affaire. Hey, c'est pas une passion, c'est une passion, là. Oui, mais la personne qui dit « j'ai une passion », elle a une passion. Oui. Si elle dit, non? Oui, c'est vrai. C'est que toi, peut-être, tu as rencontré bien des gens Parce que des gens me disaient que tu étais passionné, puis tu les regardes, tu fais... Finalement, t'es pas si passionné que ça. Oui, avec ta grille à toi. Oui, c'est vrai. Mais avec leur grille à eux, là, c'est leur passion. Ils se peuvent plus de ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Oui. Oui. J'ai toujours raison, Éric. C'est le fun, hein? Non, j'aime ça, échanger comme ça. 1983, Au clair de la lune, dit Forcier. Oui. Qu'est-ce que l'on voit mieux dans l'obscurité de la vie? Qu'est-ce qu'on voit mieux? Hey, tu te poses des bonnes questions, Éric. Qu'est-ce qu'on voit mieux dans l'obscurité de la vie? Oui. Notre propre lumière intérieure. Définis-moi ça. Quand il fait noir, là, ça veut dire que tout le monde est couché, il n'y a plus d'activité, t'es pas dans le faste de la vie puis le clinquant. Il fait noir. Donc, c'est le soir. Il y a comme un contexte qui favorise l'intériorité. Fait que dans ce contexte-là, on peut aller en soi puis on voit notre lumière. On voit ce qu'il y a de bon en nous. Mais ça, c'est dans l'obscurité qu'on peut voir ça. Il faut avoir un entraînement pour ça, parce que sinon... Il faut avoir un entraînement et il faut renoncer à certaines choses. Comme? Renoncer aux invitations qui, souvent, nous apportent plus d'irritants qu'autre chose. Il faut renoncer à... On parlait de cellulaire tantôt. Il faut renoncer à aller voir son Facebook aux 2 minutes. Il faut renoncer peut-être même à un certain niveau de vie. Tu
sais? Moi, j'ai des amis qui disent hey, moi, en bas de temps, là, j'arrive pas. Attends un peu, arrange-toi donc pour faire ça de moitié. Refais ton budget, puis tu vas voir que tu vas avoir du temps. Oui. Absolument. 1986, pouvoir intime d'Yves Simoneau. Que serions-nous étonnés d'apprendre de toi dans l'intimité? Que je suis une personne très, 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 très solitaire. C'est drôle, ça. Je t'imagine pas solitaire, tu vois. Ah oui. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de monde autour de moi tout le temps. Au contraire. Moi, j'aime ça être tout seul, là. T'as pas idée, Ça là. peut arriver souvent. Ah, ça arrive très régulièrement. Ah, ouais? Moi, je refuse toutes les invitations, Éric. Les parties, les 50e, les vernissages, les 5 à 7. J'haïs ça pour mourir. Est-ce que je me trompe si je pense qu'à une certaine époque, tu aurais été ses genoux à ces parties-là? Je serais allée comme par peur. Peur de manquer quelque chose. Mais moi, Marcia, c'est pas ça que j'aime. Moi, là, il n'y a rien que j'aime mieux, Éric, là, en gros bas de laine chez nous, là, avec un petit thé, là, avec mes filles. Je t'avoue que t'as doudou. Ah oui, tu sais, c'est comme... J'apprécie ça. Mais dans le milieu dans lequel on vit, il faut justement toujours être en représentation. Je veux rien savoir de ça. Puis depuis que j'ai 40 ans, je m'autorise à vraiment vivre la vie comme je la veux puis comme je l'aime. D'ailleurs, j'envie pas les gens qui ont la célébrité, même si effectivement il y a des beaux côtés à ça. Mais quand je parle de célébrité, puis c'est vraiment pas c'est pas un jugement que je porte sur ces gens-là, mais je trouve qu'ils la payent cher, cette célébrité-là. Par le manque d'intimité, par le manque de temps pour eux, par l'espèce de représentation qu'ils Mais il y a une forme de célébrité que j'aime beaucoup. Puis quand je dis célébrité, c'est pas pour me vanter. Moi, là, j'aime ça. Quand je sors, là, je vais faire mon épicerie ou peu importe. Fun. J'aime le contact avec les gens. Oui. Moi, j'aime ça que les gens me reconnaissent. Puis j'ai toujours été de même avant de faire de la télé. Je sais pas si c'est de la notoriété ou de la célébrité à ce moment-là. Je pense que j'aime mieux voir comme si c'était une notoriété. Oui, notoriété, c'est un peu trop gros comme mot. C'est vrai. 1987, Un zoo la nuit. Je les ai toutes vus, ces films-là. Je sais, c'est pour ça. Juste que c'était bon, Un zoo la nuit. C'était beau, hein? Oui. À quel animal ressembles-tu le plus hors de la lumière des projecteurs? Si t'étais un animal. Un panda. Oh! Comme une nounours. Je suis moelleuse, je suis calme. Tu sais, moi, il y a des gens, des fois, qui me disaient hey, ça doit pas être reposant, vivre avec toi. Éric. Au contraire. Moi, là, je suis toujours de bonne humeur. Je suis calme. Tu sais, je suis très énergique, mais je suis pas rochante, je suis pas contrôlante. Je suis comme... Quand tu mets l'interrupteur à zéro, il est à zéro. Oui. C'est correct, ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est drôle. Sais-tu quoi? On n'a jamais pris le temps, toi puis moi, de faire ce qu'on fait. Non! Puis on se croise, puis on s'aime, puis on se serre dans nos bras, puis on se connaît depuis 30 ans. 30 ans. Oui. C'est assez incroyable, pareil. Toujours 1987, L'homme qui plantait des arbres de Frédéric Bach. Quel beau film, hein? Qu'est-ce qui est le plus beau de ton arbre de vie? Ses racines, ses branches ou ses fruits? Toi, tu dirais quoi? Mes racines. Tes racines? Oui. Oui. Parce que c'est de par mes racines qu'on peut voir les branches et qu'on peut voir les fruits. La grenouille et la baleine de Jean-Claude Lard, 1987. C'est avec Fanny Lausier, ça. Oui. Hein? Le chant des grenouilles est souvent considéré comme une nuisance, alors que celui des baleines est imperceptible sur la terre ferme. Aimes-tu mieux déranger les gens par tes propos ou qu'ils comprennent lorsqu'ils ont la tête sous l'eau? Et que c'est... Mon Dieu, Éric, moi, j'aime bien déranger les gens par mes propos. Donc, t'aimes ça brasser le monde, toi. Mais c'est pas volontaire. Je me dis pas, hey, là, je vais dire ça, on va brasser. Mais souvent, ça donne cet effet-là, et c'est un effet qui est propulsant pour les gens. Dans le sens où, souvent, je rencontre des gens qui me disent, hey, toi, là, il y a un an... La cantine, Éric! Les gens vont me dire, hey, il y a un an, tu me dis telle chose, là. Hey, ça m'a fait réagir, mais merci. Ça c'est bon. Ouais. Dernière question. Jésus de Montréal de Denis Arcand, 1989. Si la foi déplace des montagnes, qu'est-ce que la tienne a enlevé comme embûche sur ta route? Hey, je suis pas capable de répondre à ça tout de suite de même. Là. Si la foi déplace des montagnes... Qu'est-ce qu'elle a enlevé, la foi? Bien, je vais revenir à la première question, première réponse. La honte. OK. La foi, quand tu crois en la vie, quand tu crois en toi, tu te départis de la peur, de la honte. Exactement. Comme les Anglais disent, I am what I am. Yes. Oui, c'est en plein ça. FTW, mais je ne dirais pas. On finit. Ouf, c'est presque fini. T'as passé bien trop vite, ça se peut. Éric, faut faire ça. Oui, hein? J'espère que le monde a eu autant de plaisir et d'émotion à nous regarder que nous à échanger. On n'a pas broyé, par exemple, ni toi ni moi. Non, et puis, attends, on va le dire. Regardez, j'avais apporté mon papier de toilette. Au cas où. Au cas où. Hein? C'est arrivé à une de nos invités récemment.
Puis on n'avait pas de tissu mouchoir. Moi, ma mère, elle mettait ses papiers mouchoirs dans sa manche. Marcia, je vais d'abord retourner l'ascenseur, parce que quand un invité vient ici, il le fait, bien sûr, assez frais. Ils ne sont pas payés, ils prennent du temps, ils se déplacent dans le circuit, etc., etc. Alors, La vie comme je l'aime, c'est différents livres qui ont paru ces dernières années avec Marcia. Bon, il y a la chronique d'hiver, la chronique d'été, d'automne, de printemps et la 5e saison, qui est le livre le plus récent. Tu l'as sur toi, d'ailleurs. Si vous voulez avoir des informations sur ces livres-là, vous allez sur marciapilote.com, www.marciapilote.com. Et d'ailleurs, si les gens l'achètent par ton site... Oui, j'offre même le service d'envoi et de dédicace. C'est ça, hein? Sur le site, c'est écrit comment faire. T'as-tu trouvé un petit passage, tu peux me lire? Ah, j'aurais tellement le goût de vous en lire des milliers. Il y en a... Oui, il y en a un. Ouais. C'est un texte qui s'appelle « Un si grand amour » et je parle de mes filles. Okay. Puis je commence comme ça, je dis « C'est bizarre, mais on dirait que je suis plus consciente de l'amour que j'avais pour vous. » Je parle à mes filles, là. Que j'avais pour vous quand vous étiez petite, maintenant que vous êtes grande. C'est vrai. On s'aperçoit à quel point on les a aimés. Oui, puis à quel point on les aime. Oui, avoir absolument. su qu'on allait les aimer comme ça, peut-être que ça nous aurait effrayés. Je dis, comprenez-moi bien, je vous aimais autant, mais on dirait que je n'avais pas la maturité pour gérer un si grand amour. Puis là, je parle de ma relation avec mes filles, puis de... C'est ça ton livre. Oui, c'est ça. C'est un partage. C'est de l'ordre du partage. Hein? C'est pas pour parler de moi. C'est pas une autobiographie. C'est... Je veux partager ce que je sais de la vie et ce que je ne sais pas de la vie. Puis tu le dis, à chaque fois qu'on raconte son histoire, il y a quelqu'un qui a une histoire qui ressemble à la nôtre. Exactement. Conférence, t'en fais. Il y en a une qui s'appelle « 5 techniques pour vivre une vie comme vous l'aimez ». Oui. Ça, les gens peuvent aller sur marciapilote.com. Bien, tu sais, moi, j'aime bien mon concept de conférence. Souvent, comment ça se déroule, Éric, c'est qu'une femme va dire « Hey, moi, j'aimerais ça que tu viennes nous donner une conférence. » Elle ramasse 20-25 femmes. Puis tu t'en vas dans un salon, ouais. Des fois, un commerce, mettons, la femme, elle a un salon de coiffure. On pousse les chaises, puis en donc, salon de coiffure. Puis là, tu jases au monde. Jase. Je fais bientôt avec des retraités. Ils m'amènent manger au Saint-Hubert, comprends-tu? Puis, je charge pas cher, là. Tu sais, moi, je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour partager. Donc, marciapilote.com. Oui, sur mon site, marciapilote.com. OK. Il y a un onglet pour m'écrire, puis... Et il y a un projet en cours et qui va aboutir le 8 mars prochain pour la Journée internationale de la femme. Oui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, info@tvrl.ca pour l'émission. En terminant, une petite pensée que j'ai trouvée pour toi. La citation que j'ai choisie, elle est de Leonardo da Vinci, qui est décédé en 1519, à l'âge vénérable de 67 ans. Quand même, à l'époque, c'était beaucoup. Il avait dit « La vie, bien employée, est longue ». Que c'est vrai, beau. Hein? Éric, je nous souhaite une longue vie comme on l'aime. Absolument. Merci, Éric. Tu es un être vraiment fantastique. Merci, ma belle Marcia. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.